Salut à tous et bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. C'est la dernière de l'année, déjà, ce 31 décembre, une émission très particulière pour laquelle je suis accompagné de mon cher collègue Valentin. Salut Valentin. Salut Cyprien, ça va? Bah, très bien, et toi, t'as passé de bonnes fêtes? Impeccable, oui, très bien, et toi? Bah fantastique. Est-ce que tu t'es goinfré de foie gras, de saumon, d'huîtres, que sais-je? D'un peu tout. D'un peu tout. Une petite cure de vitamines et puis une petite cure sans sport auto aussi, puisque les courses sont terminées. Surtout que toi, tu pars bientôt au Dakar. Tout à fait Valentin, en effet, ce sera le premier temps fort de l'année, mais avant de parler déjà de ce qui va se passer l'an prochain, on va plutôt revenir ensemble sur ce qui s'est passé cette année. Tout à fait. Puisqu'on Avec plaisir. On va faire notre classique, un classique d'Auto Hebdo en tout cas, le top 50 des pilotes de l'année. Alors le top 50 des pilotes, il a été établi avec les votes de Valentin, de moi-même et puis de toute la rédaction d'Auto Hebdo. C'est un choix personnel de chacun. Totalement subjectif. Totalement subjectif, voilà. Évidemment, loin d'être parfait, puisque aucun d'entre nous n'avait le même top 50, si ce n'est peut-être quelques noms situés à des positions clés, on en reparlera plus tard, notamment sur les premières places. Mais voilà, Valentin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que chacun a utilisé sa méthode de notation. On a été volontairement assez libre là-dessus cette année. Oui, chacun a un peu ses sensibilités, évidemment, de par ses disciplines. Mathieu, qui s'occupe par exemple de la monoplace, forcément a mis plus l'accent dessus. Par rapport à moi qui m'occupe de l'endurance, où forcément, moi, j'ai mis par exemple plus de pilotes d'endurance parce qu'ils m'ont plus marqué cette saison. Après, on a aussi des sensibilités différentes. Certains préfèrent mettre en avant des pilotes qui ont largement dominé leur championnat. D'autres préfèrent hiérarchiser, on va dire, les disciplines. Voir aussi, comparer les concurrences d'un championnat à un autre. Donc après, voilà, chacun est un peu libre de sa méthode. Et ensuite, avec le top 50 de chacun réuni, on l'a compilé, on a fait un peu, on va dire, une moyenne du top 50 de chacun pour que ce soit le plus cohérent possible. Alors oui, forcément, après, ça fait débat, mais c'est aussi tout l'intérêt de cet exercice. Tout à fait, c'est tout l'intérêt de l'exercice. C'est un exercice qui est, comme tu l'as très bien dit au début, parfaitement subjectif. On ne peut pas comparer évidemment un pilote de MotoGP, il y en aura un pilote de rallye, un pilote de FRECA et un pilote de Formule 1. Alors voilà, comme tu l'as aussi très bien dit, certains ont privilégié par exemple la Formule 1, ou les catégories mondiales en tout cas, en mettant ces pilotes-là plus haut. Moi j'ai été plutôt de l'autre école, c'est-à-dire de privilégier les pilotes qui ont dominé leur championnat. Je pense à Oliver Roland, dont on reparlera en Formule E par exemple, de ce genre de pilote. Voilà, donc en tout cas c'est mix, c'est varié, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de toute façon de nos points de vue, et puis qui à la fin fait ce classement qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Je voudrais préciser un truc, c'est quand même un exercice très compliqué à faire également. Très compliqué. C'est très compliqué à faire, parce que d'aller comparer les saisons de chacun, et comme tu l'as dit, comparer les saisons de pilotes qui font du rallye avec des pilotes qui font de la F4, de la MotoGP, de la F1, de l'IndyCar, etc., de l'endurance, c'est très très compliqué. Comparer des saisons de pilotes qui roulent en individuel avec d'autres qui roulent en équipe, enfin en équipage, je veux dire, c'est très délicat. C'est un exercice délicat, et puis on avait, on peut vous le dire, 87 pilotes au total qui ont reçu des voix, puisque du coup pour les classer, donc chacun fait son top 50 parmi une liste prédéfinie, donc de ces 87 pilotes. Le premier avait 50 points, le dernier 1 point, et puis, le 50e 1 point, et puis à la fin ça donnait donc ce classement avec les points cumulés. Et on va commencer tout de suite, Valentin, avec la 50e place. Je sais que tu trouves qu'il est bas, et en effet il est un peu bas peut-être dans ce classement cumulé, c'est Antonio Foucault. Oui, en effet, je trouve qu'il est un peu bas. Il s'est distingué cette saison en championnat du monde d'endurance. Il a gagné notamment les 1812 km du Qatar en début d'année avec Niklas Nielsen et Miguel Molina sur la Ferrari numéro 50. Après, ça a été plus compliqué, certes, en WEC, même si la Ferrari numéro 50 a constamment été aux avant-postes. Ils finissent 3e malgré tout du championnat. Ferrari remporte également le titre constructeur. Mais pour moi, surtout là où il est bas, c'est par rapport à son principal fait d'armes de l'année, en GT, à Macao, où il a été impérial dans les rues de la cité asiatique, en faisant la pole position. Il a gagné la course qualificative, il a gagné la course principale, et c'est une belle revanche pour lui par rapport à l'année dernière, puisqu'il était en tête avant de se faire accrocher par Raffaele Marcello en toute fin de course. Et puis tant qu'on en est à parler des pilotes Ferrari, Valentin, 49e, c'est cette fois une pilote Ferrari, Lilou Wadou. Ouais, française. Tout à fait, qui s'est distinguée en IMSA cette année. Elle a remporté l'Endurance Cup en compagnie d'Alessandro Pierguidi et de Simon Mann. Après une saison un peu bizarre, ils avaient une très bonne voiture, ils ont souvent été aux avant-postes dans les courses longues, parce qu'ils ont fait que des courses longues, ils n'ont fait que l'Endurance Cup. Malheureusement, ils ont eu pas mal de problèmes pendant ces épreuves-là, ce qui fait qu'ils les ont rarement terminées. Quasiment la seule qu'ils ont terminée, ils ont gagné à Petit Le Mans, donc course mythique. Une nouvelle course mythique au palmarès de Lilou Wadou après Watkins Glen.
Et c'est une victoire qui leur offre le championnat, puisqu'en Endurance Cup, il faut savoir qu'on marque des points pendant la course également. Donc ils avaient déjà engrangé des points avant Petit-Léman, et la victoire à Petit-Léman leur a permis de remporter le titre. Et également, Lilou s'est également distingué en ELMS, victoire en 4 heures du Castellet en France, également sur une Ferrari en GT3. Et vice-championne ELMS de la catégorie également. Allez, 48e place maintenant, encore un Français. Cette fois, c'est Jules Roussel. Après Lilou Wadou, deuxième Français à apparaître dans ce classement. Jules Roussel, vous en avez certainement entendu parler ces derniers mois, puisqu'il a remporté la Coupe du Monde de Formule 4 à Macao. Et puis, il a aussi réalisé une très belle saison en F4 France, troisième du championnat. Donc, 2 victoires aussi à son palmarès. Et puis, un avenir brillant qui lui est promis. Et puis, encore un autre tricolore à la 47e place. Valentin, cette fois, c'est Eric Camilli, deuxième du championnat de France des rallyes. 4 victoires. Derrière Johan Bonato, on peut dire qu'il a été celui qui a tenu la dragée haute à Bonato cette année quand même. Oui, Eric Camilli a fait une très belle saison cette année. On le retrouvera d'ailleurs chez Skoda l'année prochaine en WRC2. Comme il l'a dit sur Autob. Tout à fait, Valentin. Vous pouvez retrouver un petit bout de notre interview avec Eric Camilli sur nos réseaux sociaux où il nous parle de son retour en WRC2 à venir dès le Monte-Carlo en janvier prochain. Allez, on continue à remonter notre classement avec la 46e place. Et tout à l'heure, on vous parlait de Jules Roussel qui a fini 3e de F4 France cette année. Comment ne pas évoquer le champion Alexandre Munoz qui a gagné 5 courses cette année. Il a eu moins de chance que son compatriote à Macao, lui en revanche. Mais bon, Alexandre Munoz, très belle saison et promis à de grandes choses. On espère le voir et on devrait normalement le voir en Freca l'an prochain, peut-être du côté de chez Art Grand Prix. On verra. Espère. Alors on verra ce que l'avenir lui réserve, mais en tout cas, nul doute que lui aussi, il a un bel avenir devant lui, Alexandre Munoz. Oui, un bel avenir en monoplace qui s'écrit pour lui. Et pour la suite du classement, on retourne du côté de l'endurance, et c'est le premier équipage complet de ce classement, Valentin. Felipe Nasser, Nick Tandy et Lorenz Vanthoor. Oui, qui se sont surtout distingués en début de saison en IMSA, puisqu'ils ont gagné les 24 heures de Daytona, pour la deuxième année de suite pour Porsche, pour Nasser et Tandy, et ils ont gagné également dans la foulée les 12 heures de Sebring. Donc, 2 courses mythiques. 2 courses mythiques. Ce fut un peu plus compliqué pour la suite, et ils ont d'ailleurs perdu le titre au profit de l'autre Porsche, celle de Mathieu Jaminet et de Matt Campbell, pardon. Mais Lorenz Vanthoor s'est aussi distingué dans ce titre, puisqu'il a dû rouler dans les 2 voitures à Petit Le Mans pour la fin de la saison pour remplacer Julien Andlouer. Donc une très belle saison en effet du trio de Porsche. Porsche, on vous le rappelle, qui arrête le WEC et qui sera toujours par contre en IMSA l'an prochain, Valentin. Oui, tout à fait. On les retrouvera dès les 24 heures de Daytona, où ils viseront une 3e victoire de suite, et on trouvera également des Français, puisque Julien Andlouer et Kevin Estre seront de la partie. Et Kevin Hess, sans vous spoiler, on en reparlera un peu plus tard de Kevin Hess. Mais avant de parler de Kevin Hess, parlons d'un de ses compatriotes, Johan Bonato, 44e de ce classement, champion de France des rallyes pour la 6e fois, 4 rallyes remportés, 45 victoires de spécial. Une saison de champion. Pas grand chose d'autre à dire, je pense, sur Johan Bonato. Non, 45 victoires de spécial, c'est énorme. Ouais, c'est énorme en effet. Johan Bonato qui est déjà un très grand nom du rallye français dans ce championnat de France. Et un autre Français qui marque cette discipline et qui est 43e de notre classement, c'est Yann Erlaché, bien sûr, qui a été vainqueur du TCR World Tour pour la 3e fois. 4 victoires, dont une à Macao. Une 43e place bien méritée, Valentin, dans notre classement. Oui, je ne serais pas surpris que Yann Erlaché, on le retrouve en endurance dans les années à venir. D'ailleurs, il fait l'Asian Le Mans Series avec Inter Europol cet hiver. Et quand on sait que Linkenko prépare probablement une arrivée en endurance, je pense que la présence de Yann Erlaché en Asian Le Mans Series cet hiver n'est pas due au hasard. Ah, ça préfigure peut-être. Selon tes indiscrétions ou selon tes... Plutôt selon mon analyse. Selon ton analyse, en tout cas... Suivez ça dans les mois qui viennent. C'est vrai que les constructeurs chinois arrivent potentiellement en endurance. On risque peut-être de les voir au Mans dans les années qui viennent. En tout cas, c'est la direction qu'ils souhaitent prendre. Ouais. Avec Yann Erlaché, ce sera encore plus beau. Oui. Lui aussi connaît le Mans, il y a participé il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, Shane Van Gisbergen, mais désormais c'est du côté évidemment de la NASCAR qu'on peut suivre ses performances. Et une très belle saison de Shane Van Gisbergen qui lui vaut cette 42e place dans le classement. Vainqueur 5 fois de suite, notamment sur des circuits routiers, qualifié pour les playoffs donc de la NASCAR Cup Series pour sa première saison complète. Donc très très beau début. Bravo Shane. Voilà, bravo Shane, excellente saison. Et puis... Encore une fois, pas le seul pilote de NASCAR dans ce classement, mais soyez patients, tout ça arrive un peu plus tard. 41e de notre classement, c'est un pilote qui a été champion du monde pendant quelques minutes avant d'être pénalisé. Vous l'avez sûrement vu passer, cette histoire, c'est Nasser Al-Attiyah, évidemment, qui était parti pour remporter un 4e titre de suite de champion du monde des rallyes raid au rallye du Maroc, mais suite à une pénalité pour avoir raté un contrôle à l'arrivée, il a finalement laissé la couronne à Lucas Moraes. Il n'empêche tout de même que le Qatarien a réalisé une saison très convaincante avec Dacia, en remportant notamment l'Abu Dhabi Desert Challenge. Moins de chance sur le Dakar, mais peut-être que d'ici quelques jours, désormais, dans 3 jours exactement, le départ du Dakar,
il arrivera à remporter un 6e Dakar. En tout cas, on lui souhaite évidemment à Nasser Al-Attiyah et à Dacia, qui court après désormais depuis 2 ans. Et tu nous feras suivre ça de l'intérieur avec Roule sur les réseaux sociaux. Exactement, rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo et de Roule pour ces 2 semaines d'épreuve où j'essaierai de vous faire vivre la vie du bivouac, les aventures humaines, puis bien sûr les résultats de la course, des petites interviews des pilotes, de notre Sébastien Loeb national et de Nasser Al-Attiyah bien sûr aussi. Bon, mais avant de parler du Dakar, revenons toujours sur notre classement et on a fait les 10 premiers noms puisque voici le top 40 et pour conclure, pour boucler ce top 40, Jack Crawford, vice-champion de Formule 2, futur pilote de réserve Aston Martin à partir de 2026. Une saison assez convaincante quand même s'il n'a pas remporté le titre pour sa 3e année dans la catégorie. Oui, 4 victoires malgré tout, solide une grande partie de la saison. Oui, je pense qu'il mérite sa place. Une 40e place, pour moi, ça me paraît bien et honnête. Moi, je crois que je l'avais mis un peu plus haut, mais oui, 40e place pour un... C'est vrai que c'est sa 3e saison quand même. C'est sa 3e saison. C'est ça qui est un peu... Je me souviens que sa première année chez Hightech, il était coéquipier d'Isaac Hadjar, ça n'avait pas été brillant, bon, pour Isaac non plus à l'époque. Et là, chez Dams, bon, il s'est vraiment révélé cette année. L'an dernier, c'était déjà mieux. Mais je pense que c'est un pilote qui a du potentiel. Oui. Je pense que les 2 premières années étaient compliquées pour lui, mais que c'est pas son talent qui est à remettre en cause. Je pense que c'est un pilote plutôt prometteur et j'espère que Aston Martin lui donnera un peu de chance de rouler à partir du moment où ils ont fait rouler Sian Shields. Bon, Oui, c'est ça. Bon, Sian Shields, vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé les essais libres du côté d'Abu Dhabi. Voilà, c'était pas forcément pour le mérite sportif qu'il était présent. Jack Crawford aussi a pu rouler à Abu Dhabi. Et puis en effet, c'est un pilote, comme tu as dit, très prometteur. Peut-être un bel avenir devant lui. Un pilote américain, on sait aussi que ça peut éventuellement intéresser Haas. Ça peut surtout intéresser Cadillac, qui va devoir chercher des remplaçants à Bottas et Perez. Colton Herta, on ne sait pas s'il sera... et puis s'il n'a pas sa place en F1, ça reste compliqué. Je pense que ça fera potentiellement un très bon pilote d'endurance ou de Formule 1. Voilà, tu peux prêcher pour ta paroisse, Valentin, en effet. Et en parlant d'endurance, lui avait gagné les 24 heures du Mans. Nico Hülkenberg, qui est forcément dans notre classement 39e place. Il n'a pas seulement remporté les 24 heures du Mans, il a remporté les 24 heures du Mans en faisant à côté de ça une saison complète de Formule 1. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique, en effet. Comme son podium, d'ailleurs. T'as vu cette transition, Valentin? Magnifique. T'as du talent, toi aussi. Comme Jack Crawford, toi. T'es le Jack Crawford de la rédac. Je sais pas comment je dois le prendre. Je suis que le vice-champion, ça veut dire. Mais c'est déjà pas mal. Revenons à notre Nico Hülkenberg, en effet, qui a lui donc réalisé une très bonne saison avec Sauber, avec surtout, évidemment, ce fait marquant, ce podium à Silverstone, son premier en Formule 1. Enfin, on pensait pas que ça allait arriver cette année avec cette Sauber. Non. Mais il y est arrivé quand même. Il y est arrivé, et surtout que sur l'ensemble de la saison, il se fait quand même plutôt dominer par Bortoleto. Bortoleto qui a eu un peu de mal à démarrer, mais une fois que Bortoleto était lancé, le Brésilien a totalement pris l'avantage sur Hülkenberg. Et bravo Hülkenberg, surtout à Silverstone, dans des conditions difficiles. C'est lui qui fait le call de pas rentrer, de garder les bons pneus et de résister à Hamilton aussi. Il résiste à Hamilton. L'expérience. Donc, bravo. Et enfin. Je pense qu'on est tous contents que Nico Hülkenberg ait un podium en Formule 1. Ouais, c'est une des très belles images de la saison. Puis c'est vrai qu'il a été très performant en début d'année. Il y a eu également des 5e places. En Australie, en Espagne aussi, les 5e. Après, comme tu l'as dit, il a eu une période plus compliquée. Après son podium, peut-être une décompression aussi. Il a un peu perdu après son podium. Et puis Bortoleto aussi est monté en puissance et a réalisé aussi une très bonne saison. Il n'est pas dans notre classement, Gabriel Bortoleto, mais mention honorable. Il y était l'an dernier, il était assez haut placé, il était dans le top 20 d'ailleurs. Donc on espère pour lui qu'il y sera l'an prochain. Ça voudra dire qu'Audi a bien réussi le virage réglementaire de 2026. Et pour rappel, un top 50, c'est aussi faire des choix. Et vu qu'on ne peut pas mettre tout le monde, on doit faire des arbitrages. Sinon, on pourra mettre que des pilotes de F1 aussi. Oui, on pourrait aussi faire un top 500, je pense, avec toutes les idées qu'on avait. Allez, puis là, Valentin, ça va être à toi de me parler d'un nouvel équipage, puisque c'est ton domaine, c'est l'endurance. C'est Richard Litt, Ricardo Pera et Ryan Hardwick. C'est peut-être pas les noms qui parlent le plus au grand public, pourtant, ils ont réalisé une excellente saison au Mans et en GT3 globalement. Que dire d'autre, à part qu'ils ont remporté les 24 heures du Mans dans la catégorie LMGT3, qu'ils sont champions du monde d'endurance dans la même catégorie, 2e titre de suite pour Manthey. 24 heures du Mans, ils ont survolé la catégorie grâce notamment à un superbe Ryan Hardwick, qui est le pilote bronze, on le rappelle, de cet équipage. Avec à côté de ça l'expérimenté Richard Litt et un très solide Ricardo Pera. Une saison, une très bonne saison au volant de la Porsche, surtout quand on voit que l'autre Porsche, malheureusement d'Iron Naps, a connu une saison beaucoup plus compliquée. C'est... Et très 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 bonne saison, et hâte de voir ce qu'ils vont faire en IMSA cette fois, la saison prochaine. Notamment Ryan Hardwick qui va rouler dans le championnat américain. Puis il faut évidemment les féliciter doublement, puisqu'on sait que remporter le championnat du monde et les 24 heures du Mans la même année, peu importe la catégorie, c'est jamais chose facile. Donc, évidemment. Bravo à eux. Et puis un autre pilote qui a brillé au Mans cette année, c'est le 37e du classement,
Décidément. Décidément. C'est Alex Lynn. Alors Alex Lynn, il n'a pas remporté les 24 heures du Mans, vous le savez, c'était la Ferrari d'AF Corse, la privée, la numéro 83 qui a remporté cette édition, mais Alex Lynn avait signé la pole position pour Cadillac, et puis c'était pas sa seule de la saison. Pas moins de 3 pole positions pour Alex Lynn cette année. En plus du Mans, il faut rajouter celle de Sao Paulo, celle de Fuji, dont il avait déjà fait la pole l'année dernière. Et surtout, il a contribué à la large victoire de Cadillac à Sao Paulo, en compagnie de Norman Nato et de Will Stevens, qu'il faut évidemment nommer également. Après, effectivement, on a préféré mettre Alex Lynn un peu plus en avant que ses petits copains par ses performances en qualification cette année. Voilà, donc vous le verrez, on a des équipages en effet qui sont cités en tant que tels, et puis on a parfois ressorti un pilote ou 2 pilotes du trio pour ces raisons-là. Voilà, là, Alex Lynn, c'est en effet pour ses belles performances en qualification, 3 pole positions, c'est quand même pas rien. Il fallait les chercher, les 3 pole positions. Il fallait les chercher, puis on voit que c'est toujours compliqué, on sait que c'est très serré, selon le qualif, ça dépend évidemment des circuits et des épreuves, mais voilà, Alex Lynn, il montre qu'il est un des tout meilleurs du monde, en tout cas dans l'exercice. Allez, après les pilotes à 4 roues, place au premier pilote à 2 roues de ce classement. Ah, on parle vélo, je suis content là. Voilà, là, ça y est, le fan de vélo qui ressort tout de suite, évidemment. Pogacar, 36ème du top 50. Bon, c'est un peu bas quand même. C'est un peu bas. Vu la saison qu'il a fait, c'est un peu bas. Non, évidemment, cette année, nous avons inclus les pilotes de MotoGP. Alors sachez aussi que si vous voyez des catégories qui ne sont pas traitées dans le top 50, ça peut être des choix, mais ça peut aussi être parce que nous avons décidé de sélectionner que les pilotes dont nous traitons les saisons sur Auto Hebdo. Donc par exemple le MotoGP, puisqu'on traite le MotoGP, on a décidé de parler de MotoGP. Vous n'aurez pas de pilote de Moto2, de Moto3, ni de World Superbike par exemple. On pense à Toprak Razgatlioglu, à Nicolo Boulega qui auraient pu être cités mais qui ne seront pas dans ce classement. Voilà, c'est fini pour ce petit disclaimer. Place du coup au premier pilote de MotoGP du classement, 36e. Pedro Acosta, 4e du classement général avec KTM, 22-0 face à son coéquipier en qualification, qui est pourtant Brad Binder, un pilote expérimenté. Pedro Acosta, maintenant, ce qui lui manque, c'est juste une victoire, enfin, dans la catégorie Rennes, mais pour sa 2e année, il a fait forte impression, et puis il a une trajectoire qui me rappelle un peu celle d'Oscar Piastri en Formule 1. Je sais pas ce que t'en penses, Valentin. Oui, quand tu dis 22-0 en qualification, moi, ça me fait surtout penser à Fernando Alonso contre Lance Stroll en F1. C'est vrai. Mais il n'a pas encore le palmarès de Fernando Alonso. Mais peut-être qu'il l'aura un jour. C'est un champion du monde en plus, hein, c'est Pedro Acosta. Ah oui, tout à fait. On le rappelle, champion du monde de Moto2 également, il y a 3 ans désormais. Donc on lui voit à tous, je pense, un grand avenir devant lui. On continue, 35e place, pilote de rallye, double champion du monde qui arrête le rallye en plus, qui passe au circuit. Vous avez deviné, c'est bien sûr Calero Vanpera, 3e finalement du championnat du monde. Il se battait pour le titre avec Elfyn Evans et puis surtout avec Sébastien Ogier. C'est coéquipier de Toyota. Il a quand même remporté 3 rallyes cette année, dont un aux Canaries où il a été absolument exceptionnel, en remportant quasiment toutes les spéciales et en écrasant la concurrence. Mais en parallèle, quelques petites erreurs, un petit manque de régularité, et puis bon, du coup, ça l'empêche d'être plus haut dans ce classement. Écoute, personnellement, je trouve qu'il a fait une saison quand même assez décevante. Je crois que d'ailleurs, pour être totalement transparent, je ne l'avais même pas vu dans mon top 50. Parce que certes, il finit 3ème du championnat, il était à la lutte pour le titre jusqu'au bout, effectivement, il gagne 3 rallyes. Malgré tout, on est très loin du grand Calero Vanpera pour moi. Je pense que Rovanpera avait un petit spleen cette année, et que son départ en circuit était prémédité depuis longtemps et qu'il avait qu'une hâte, c'était de quitter le WRC. Mais ceci n'est que mon avis. Non, mais on l'a senti un peu lassé tout au long de l'année, plus très motivé. Dans ses commentaires aussi, un peu, les formats et tout, on sentait que ça le convenait plus trop. Oui, à 25 ans, c'est étonnant de voir un pilote. Mais bon, peut-être que ça ouvrira aussi la porte à un débat sur le format du WRC, que Sébastien Ogier aussi. Je vous invite à aller voir l'émission qu'on a pu faire avec Sébastien Ogier, qui parle aussi de potentielles pistes d'amélioration du format du WRC actuel, qui fait quand même pas mal débat. Et on voit aujourd'hui, quand on a un champion du monde, qui est certes quelqu'un d'exceptionnel, un pilote exceptionnel, mais qui à temps partiel, ça pose aussi question pas mal sur le niveau, le format, etc. Donc le WRC, il y a forcément beaucoup de réflexions qui s'imposent, mais enfin de toute façon, ce n'est plus le problème de Calero Vanpera qui va rejoindre la Super Formula l'an prochain, et là vous voyez une transition toute trouvée qui n'est pas faite exprès, puisque le 34e de notre classement, c'est le champion de Super Formula justement, Ayumu Iwasa, qui a remporté son premier titre pour sa première saison complète en Super Formula. Ayumu Iwasa, pilote Red Bull, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu en essai libre en Formule 1, que ce soit pour Red Bull ou pour Racing Bull, s'il officie pour les 2 équipes du Taureau Rouge. Et voilà, donc un premier titre amplement mérité, au bout d'une saison qui n'aura pas été facile. Il s'est battu jusqu'à la fin, donc peut-être que ça relance aussi ses chances un jour d'avoir un avenir en Formule 1. On sait que Liam Lawson est en fin de contrat en 2026, Arvid Lundblad aussi.
peut-être que ce sera une opportunité pour Ayumu Iwasa. 33e de notre classement, un pilote qui a brillé en GT cette année, Kelvin van der Linde, le Sud-Africain, Valentin. Tout à fait, le frère de Sheldon. Il a réalisé une saison exceptionnelle, champion de l'Intercontinental GT Challenge, champion du GT World Challenge Europe également, et vainqueur des 24 heures du Nürburgring. Une saison pleine pour l'aîné des frères van der Linde. Puis il a bien fait de gagner les 24 heures du Nürburgring cette année, Kelvin van der Linde, puisque dans un futur proche, il pourrait peut-être avoir la visite d'un certain Max Verstappen qui a déjà partagé à plusieurs reprises son envie de découvrir l'épreuve. Il a fait sa première course en NLS il y a quelques mois, on s'en rappelle aussi. Mais voilà, Kelvin van der Linde, je pense qu'il est armé en GT maintenant pour résister même à Max Verstappen. J'ai hâte de voir Max Verstappen contre les meilleurs spécialistes du GT, que ce soit Kelvin van der Linde, Raphaël Marcello, pardon. Bon, j'allais dire face à Jules Gounon, mais bon, peut-être qu'ils seront ensemble, puisqu'ils ont annoncé, l'écurie de Mercedes, l'écurie de Verstappen a annoncé une future collaboration avec Mercedes pour la saison prochaine, avec Jules Gounon. Il y a quand même des pistes. Il y a quand même des pistes. Il y a quand même des signes qui nous font penser que... Mais c'est pas Jules Gounon dont on va parler tout de suite, c'est encore une fois d'un de ses compatriotes, un Français à nouveau qui a fait briller notre pays en sport automobile cette année, Esteban Masson, et à la 32e place de notre classement avec Oliver Gray, puisqu'ils ont été champions de LMS cette année, également avec un 3e Français, mais on en parlera plus tard. Tout à fait, oui. Ne pensez pas qu'on a exclu Charles Milesi de ce classement, pas du tout. C'est juste qu'il c'est possible qu'ils soient un peu plus haut. Légèrement. Mais du coup, oui, Oliver Gray, Esteban Masson, champion LMS avec VDS Panis Racing, l'écurie d'Olivier Panis. Une saison un peu étrange. Parce que Idexport a dominé le début de saison avec Genesis, avec Chadwick, Jobert et Juncadella. Et finalement, c'est sur la deuxième partie de saison que Panis Racing a refait son retard et a finalement coiffé au poteau Idexport pour le titre LMS. Et le trio Charles Milesi, Oliver Gray et Esteban Masson a été assez extraordinaire en piste. Un trio qui a bien fonctionné cette année en effet. Et hâte de voir l'avenir de Esteban Masson, qui on le rappelle est pilote junior de Toyota et qui a notamment testé l'hypercar l'année dernière au Wiki Test. Et Esteban Masson, vous pourrez bien sûr le suivre toujours en regardant les manches de WEC l'an prochain, puisqu'il sera en LMGT3 avec Lexus, qu'il retrouvera l'an prochain. Et un autre pilote que vous pourrez voir en WEC, c'est encore une fois une transition parfaite, le 31e de notre classement, Ayhancan Güven, qui a remporté cette année le DTM, le Turc, premier Turc à remporter la catégorie de tourisme allemande. Une victoire à l'issue d'un dernier week-end complètement fou, où ils étaient 8 pilotes en lice pour le titre, et puis un dépassement. Le dernier dépassement est assez extraordinaire. Qu'on pourrait pas voir en F1 parce qu'il y a déjà eu 15 000 pénalités. Ah oui, il a les limites de piste, bon. Et puis bataille portière contre portière. En F1, ils auraient... on aura le champion 4 heures après, je pense. Oui, drapeau noir, là, à mon avis. Oui, mais voilà, c'est ce qu'on aime dans le DTM, c'est ce qu'on aime en GT. Fin de course exceptionnelle entre Güven et Marco Wittmann. Mais on a hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire en WEC l'an prochain avec Manthey. Ça va être une des attractions de la saison. C'est sûr que ça va être une attraction, surtout qu'Ayhancan Güven a décidé d'arrêter le DTM. Il fera pas les deux en parallèle. Il quitte complètement le DTM. Bon, partir sur un titre, je pense qu'il y a pire. Mais un autre qui a remporté un titre cette année et qui est 30e de notre classement, c'est Théophile Naël, le Français. Alors Théophile Naël, il aurait peut-être pas été dans notre classement si ça avait été uniquement sur sa saison de Formule 3, puisqu'il a terminé 8e du classement, même s'il a réalisé tout de même une très bonne année, 3e meilleur rookie. C'était quand même peut-être pas assez pour intégrer le top 50 des pilotes. Mais le fait marquant de son année, c'est évidemment une victoire au Grand Prix de Macao, vainqueur de la Coupe du Monde à Macao. C'est quand même pas rien dans une carrière, Valentin. Ah non, quand on voit les pilotes qui se sont imposés à Macao dans leur carrière en monoplace, c'est un circuit prestigieux, un circuit mythique. Et du coup, gagner à Macao... ça vaut largement une place assez élevée dans le top 50. Et on espère que Théophile pourra continuer sur sa lancée en F3 cette année. On suivait aussi vraiment bien sa saison de Formule 3 cette année, sa deuxième saison dans la catégorie, puisqu'il a rejoint Campos, qui est l'écurie tout simplement qui a remporté le titre équipe l'an passé. Et il sera un candidat crédible au titre, justement, Théophile Naël. En tout cas, je trouve ça beau qu'un supporter de l'Olympique Lyonnais fasse l'éloge d'un supporter de l'AS Saint-Etienne. C'est beau. Oui, ça n'arrivera pas tous les jours, je te rassure. 29e de notre classement, Mathis Jobert, 3e de l'ELMS cette année, avec 3 victoires. Il a été brillant. Encore un qu'on a décidé de séparer de son trio, finalement, puisque Mathis Jobert aussi, on vous en parle pour une autre raison. Alors, c'est pas pour ça qu'il est dans le top 50, mais il sera en hypercar l'an prochain chez Genesis,
Vous le découvrirez si vous ne le connaissez pas jusque-là. C'est un talent très prometteur de l'endurance, Valentin. Oui, pourquoi on a décidé de le détacher de Jamie Chadwick et de Hidani Nkadala qui étaient ses coéquipiers de cette saison? C'est parce que c'est la révélation de l'année en endurance. Il a fait une saison exceptionnelle au volant de l'Oreca, qui le découvrait, on le rappelle, en compétition, avant que lui, il faisait du GT avant, notamment les compétitions Porsche. Et oui, il a été incroyable, notamment à Silverstone, sous la pluie, où on lui a confié le relais alors que les conditions étaient changeantes. Ça a clairement du trio, ça a clairement été le maillon fort. Ça a convaincu Cyril Abitboul et Gabriele Tarquini de le promouvoir directement en hypercar l'an prochain, tout comme Yunkadella d'ailleurs. Mais oui, belle promotion, et on a vraiment hâte de voir ce que Mathis va être capable de faire en hypercar. C'est une ascension express pour Mathis Jobert, évidemment. Oui, on sera très content de suivre à partir de l'an prochain. Si je ne m'abuse, ce sera le plus jeune sur la grille en hypercar, le plus jeune pilote. Ça veut tout dire, en effet, de sa belle performance à un âge aussi jeune. On vous parlait tout à l'heure de Nasser Al-Attiyah qui a finalement perdu le titre de Rallye Raid à l'issue du Rallye du Maroc. Et bien maintenant, on va vous parler de celui qui l'a remporté, ce titre, puisque c'est Lucas Moraes, le Brésilien, qui est 28e de notre classement. Lucas Moraes, qui était pilote Toyota en 2025, qui a donc remporté son premier titre à l'issue d'une saison où il a fait preuve d'une grande régularité. Moins de coups d'éclat peut-être que d'autres, moins de coups d'éclat que son coéquipier Klategan, que Nasser Al-Attiyah ou même que Sébastien Loeb qui a remporté le rallye du Maroc, mais la régularité, puis désormais il va partir à l'assaut du Dakar avec Dacia, puisqu'il change d'équipe, avec ce nouveau statut de champion du monde où il espéra faire mieux que sa 3e place acquise en 2023. Et sur le Dakar justement, Lucas Moraes retrouvera un certain Carlos Sainz Senior, mais là on va vous parler de Carlos Sainz Junior cette fois, puisque quand on continue à remonter notre classement, c'est lui qui est 27e, Carlos Sainz, 9e du championnat du monde de Formule 1. Dit comme ça semble pas être un résultat qui mérite une 27e place, mais il faut voir quand même que la saison de Carlos Sainz, c'est 3 podiums, 2 en Grand Prix, 1 en sprint, et surtout une deuxième partie de saison en fait complètement incroyable. Ah ouais. Une adaptation en mode diesel, voilà, laborieuse, mais il avait prévenu en première partie d'année chez Williams où Albon tenait la baraque, et puis la deuxième partie de saison, alors Albon a disparu et Sainz s'est révélé. Ce qui fait la différence entre Albon et Sainz, et pourquoi Albon n'est pas dans le top 50, c'est que Albon a été très bon au début de saison. Il n'est pas passé loin lui-même de faire des podiums, je pense notamment à Imola. 4 fois 5e quand même. 4 fois 5e, mais à Imola, il n'est pas loin d'un moment d'aller prendre la 3e place, et ça pouvait le faire. Mais malheureusement pour Albon, quand ça a compté, c'est Carlos Sainz qui s'est révélé. Quand il y a eu un coup à faire, à chaque fois, ce fut Carlos Sainz, parce qu'on parle de ses podiums, mais il y a aussi ses qualifications. À Bakou, à Las Vegas. Deuxième à Bakou quand même sur la grille. Dans des circonstances rocambolesques, 6 drapeaux rouges, etc. Oui, mais quand Piastri se met dans le mur, quand Leclerc se met dans le mur, quand Hamilton se met dans le mur, lui est toujours là. Oui, et ses qualifications de deuxième partie de saison sont également impressionnantes. Bien sûr. Et si Williams finit 5e du championnat, c'est aussi en grande partie grâce à lui, et je pense que c'est la meilleure nouvelle pour Williams, c'est d'avoir un Carlos Sainz qui a enfilé le costume de meneur, même s'il termine derrière Albon au championnat, mais la tendance s'est inversée, c'est Carlos Sainz qui finit la saison en tant que leader, et je pense que c'est une meilleure nouvelle pour Williams avec la nouvelle réglementation de 2026. Si la voiture est canon, d'avoir un Sainz au top de sa forme, ça peut faire très très mal. Et j'ajouterais même que la meilleure nouvelle pour Williams, c'est d'avoir vu aussi qu'Alex Albon est capable de très belles choses, on le savait déjà. Maintenant, ce qui leur a manqué cette année, c'est d'avoir les deux à leur top niveau en même temps. Et alors ça, si Williams arrive à avoir ces deux pilotes au top, je pense qu'on peut avoir un des meilleurs duos de la grille. Clairement, Albon-Sainz, c'est très très solide. On est presque à la moitié du classement, place à la 26e position. Pato O'Ward, vice-champion d'IndyCar, 2 victoires cette année, un peu dans l'ombre d'Alex Palou, mais toujours aussi fiable. Toujours aussi fiable, et quand Alex Palou est à ce niveau, malheureusement, personne ne peut aller le chercher. Donc, déjà, vice-champion, on va dire que c'est presque un titre en soi. On va dire que c'est le premier des mortels. Oui, voilà, c'est le premier des autres, comme on dit. Voilà, le premier des autres, très bonne saison. Et le premier à intégrer la première partie de tableau, justement, c'est Kimi Antonelli, 25e dans notre classement. Ça peut paraître sévère, ça peut paraître bien noté, ça dépend comment on voit sa saison, puisque il termine 7e du championnat, 3 podiums pour sa première année en Formule 1, ce qui est très bien. Mais je trouve que les gens ont des fois tendance à oublier qu'il y a eu quand même un gros trou d'air en cours d'année. La tournée européenne a été complètement ratée avec juste un podium au Canada pour relever un peu le niveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette 25e place et globalement de la saison d'Antonelli ? Je suis assez d'accord avec toi. En fait,
On a, je pense, une vision assez tronquée de la saison d'Andrea Kimi Antonelli parce qu'il a fini très fort la saison, il s'est très bien repris, il a été très bon au Brésil, il a été très bon à Las Vegas, où il termine sur le podium après être parti, il me semble, au 17ème sur la grille de départ. Donc elle est un peu en trompe-l'œil parce que, comme tu l'as dit, il a eu une partie de saison très compliquée où il n'a pas fini dans les points pendant. Enfin, il y a même plusieurs abandons de suite. Ouais, Enfin, une série d'abandons qui est assez terrible. Et on se rappelle notamment, alors cette fois c'est pas de sa faute, d'autres c'est totalement de sa faute. L'accident en Autriche avec Verstappen, c'est de sa faute, c'est lui qui se rate totalement. À l'inverse, à Imola, il y a une panne moteur, mais enfin, il y a une panne moteur après une qualification ratée où il sort en Q2. Et malgré tout, en qualification, ça a quand même été compliqué quasi tout le temps pour Antonelli. En qualification, il y a eu un vrai fait marquant, c'est Miami, où il fait la pole en qualification sprint. Et on se disait justement, il est lancé, etc. Et au final, toute l'année, il a plutôt subi un peu face à George Russell dans l'exercice. Et justement, tu le compares à George Russell, la différence, ça se fait aussi par rapport à son coéquipier. Alors, oui, ils n'ont pas la même expérience en F1. Ok. Oui, Antonelli est un jeune pilote, un débutant qui a 19 ans, donc oui, il faut être indulgent avec lui. Et en soi, être 25e, un top 50 à 19 ans en F1... Pour une première année, pour une première année, c'est pas une infamie en fait. Ce n'est pas du tout injurieux. Donc... oui, en fait, il faut aussi le comparer à la saison de George Russell qui, à matériel égal, lui, gagne de Grand Prix. Alors, Charles Leclerc, saison difficile à juger. Je sais pas ce que t'en penses, Valentin. Pour donner les chiffres, 5e du championnat du monde, 7 podiums, pas une victoire, pas une pole position non plus, ce qui est pourtant son domaine de prédilection, la qualification. Mais quand même, on sent que c'est lui qui a porté Ferrari, il a fait du mieux qu'il pouvait avec une voiture compliquée, il a failli gagner à Monaco, puisqu'il a failli faire la pole, et que faire la pole signifie souvent gagner. Comment on juge sa saison ? Est-ce que 24e c'est bien ? Est-ce que c'est trop bas ? Est-ce que pour toi c'est trop haut ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai presque envie de comparer sa saison à Antonelli par rapport à ce que je viens de dire juste avant, dans le sens où sa deuxième partie de saison et sa fin de saison est un peu aussi en trompe-l'œil, mais dans le sens inverse d'Antonelli. C'est-à-dire que on a tendance à oublier sa partie de saison où il enchaîne les podiums, il fait podium à Monaco, il fait podium en Autriche. Je sais plus sur quel il en a 7 des podiums. Voilà, mais il y a eu une période relativement constante de sa part, surtout sa première partie de saison. Mais la deuxième partie de saison a été tellement compliquée qu'on a aussi tendance à oublier ces bons résultats. Après, en effet, on peut pas. Enfin, c'est difficile de dire que c'est une saison réussie. Mais après, encore une fois, tout dépend aussi du matériel. Et bon, on sait que chez Ferrari, c'était compliqué cette année, surtout après la Chine. Ouais, à titre personnel, en tout cas pour Charles Leclerc, c'est une saison réussie. Il a été très bon, il a porté Ferrari, il a largement battu Lewis Hamilton, que ce soit en qualification ou en course. Maintenant, oui, c'est sûr que malheureusement pour lui, il n'avait pas la voiture pour vraiment se montrer. C'est aussi ce qui fait qu'il est que 24e. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on a valorisé plus des champions, des pilotes qui ont gagné des courses, qui ont eu des vrais faits marquants. Charles Leclerc a beau avoir fait une très bonne saison à son échelle, c'est que, entre guillemets, 7 podiums. Il y a 7 podiums, mais dans les 7 podiums, il n'y a aucun fait marquant. Finalement. Ouais, puis finalement, les 7 podiums de Charles Leclerc, ils sont moins marquants, c'est ça, qu'un podium de Nico Hülkenberg, qu'un podium d'Isaac Hadjar avec des voitures de deuxième partie de tableau. C'est un peu tout le paradoxe. Alors ça, c'est des visions différentes. Il y en a d'autres qui vont dire à l'inverse, il a été excellent avec une Ferrari très mauvaise, il mérite d'être plus haut. Bon voilà, nous, comme je vous ai dit, de toute façon, tout le monde a été divisé sur le cas de Charles Leclerc. C'est un de ceux qui a fait le plus débat, donc je tenais à ce qu'on en parle un peu. On va aller un peu plus vite sur le nom qui vient, Kyle Larson, 23e de ce classement, champion de NASCAR Cup Series, qui a gagné après les playoffs, donc voilà, félicitations Kyle Larson, le meilleur pilote du monde comme disent les Américains. Bon, en tout cas, ça a été, si ce n'est le meilleur, en tout cas le pilote vainqueur de la NASCAR avec ce système de playoffs qu'on a vu cette année, qui a un peu fait débat, mais voilà. En tout cas, lui, il s'en est servi pour remporter le titre. Donc, félicitations à Kyle Larson. Et puis, alors là, vous allez avoir un bel enchaînement de champions, puisqu'en 22e place, c'est le champion de Formule 2, Leonardo Fornaroli. Alors, Leonardo Fornaroli, pareil, champion de Formule 2, est-ce que c'est pas un peu bas de le mettre 22e ? C'est une question qui se pose, mais Fornaroli, le problème, c'est que son année, elle a un peu ressemblé à son année de titre en F3 en 2024, justement. Peu de coups d'éclat, il y a des victoires, mais surtout des victoires en sprint. Il me semble qu'il ne remporte qu'une seule course principale. Et puis, bon, titré avec Invicta, qui est largement la meilleure équipe, voilà, et battu par Roman Stanek souvent en qualification, alors que Roman Stanek, avec tout le respect qu'on a pour lui, c'est pas un champion du monde de F1 en puissance. Tu as tout résumé, mon cher Cyprien. Je pense que c'est ce qui lui manque pour être plus haut dans ce classement. C'est le coup d'éclat, c'est la flamboyance. La domination. C'est la course où on se dit il a écrasé tout le monde, il a fait des déplacements extraordinaires. C'est ce qui lui manque pour être plus haut dans ce classement.
C'est peut-être aussi ce qui lui manque pour intégrer la grille de Formule 1, d'ailleurs. Puisque les pilotes qui gagnent la F3 et la F2 de suite, il n'y en a pas eu 50. On se souvient de Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc qui l'ont fait. Ouais, Bortoleto, ça lui a permis de rejoindre Sauber, alors qu'il était dans l'académie McLaren. Il l'aurait sûrement pas eu, il n'aurait pas été en F1 sans ça. Fornaroli, finalement, la question s'est jamais posée. Déjà, faute de place. Et surtout, faute d'académie, finalement, aussi. Maintenant, il est chez McLaren, mais il est chez McLaren depuis la fin de saison. C'est ça. Ce qui est assez étrange, d'ailleurs. Et faute d'académie, et puis encore une fois, faute de grande impression. On a eu Théo Pourchaire, on vous invite à aller voir l'émission avec Théo Pourchaire qui nous en parlait, et qui disait que lui aussi, peut-être que ce qui lui a manqué sur sa dernière année de F2, où il est champion, ça a été de gagner plus de courses. Il en gagne qu'une seule à Bahreïn, la course principale, puis après, il manque un peu de coups d'éclat pour se mettre en avant, et voilà, il avait beau être régulier, enchaîner les podiums, c'était pas les coups d'éclat qui faisaient vraiment parler de lui. Finalement, le titre à la fin, certes, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'il y a de le plus. Je crains pour Fornaroli qu'il se retrouve avec un destin à la Drugovich. Tout à fait. Qui est un excellent pilote, et champion lui aussi de F2. Alors Drugovich dans sa 3e saison, pas comme Fornaroli, mais Drugovich qui est cantonné depuis des années à être réserviste chez Aston Martin, et qui fait carrière en Formule E, fait carrière en endurance. Et je pense que pour Fornaroli, je vois mal intégrer la F1 dans les années à venir. Par contre, comme je l'ai dit pour Jack Crawford précédemment, je pense que c'est un pilote qui va se reconvertir et pourra faire une belle carrière en Formule E ou en endurance, peut-être même avec McLaren dans leur programme Hypercar. Peut-être, en effet, tu l'accueilleras avec plaisir, toi qui couvres l'endurance, Valentin. Et alors, on parlait des champions comme Fornaroli qui n'ont pas vraiment dominé cette année leur championnat, mais qui ont tout de même été sacrés. Oliver Rowland, 21e, lui, c'est quand même l'exemple même d'une saison dominée, d'une saison réussie finalement. La Formule E, il a posé son empreinte sur la saison finalement. Oui. On pourrait comparer sa saison à une saison à la Jenson Button en 2009 en F1, où il surdomine la première partie de saison, il est absolument injouable, il est intouchable. Deuxième partie de saison, il gagne moins de courses, mais il avait tellement pris d'avance sur les premières courses de l'année que derrière, il était irrattrapable. Et quand on voit le plateau de la Formule E, faire une saison comme ça, avec les mecs qu'il y a, et puis, n'oublions pas qu'à côté de ça, son coéquipier Norman Nato a eu beaucoup de mal. Alors, Norman Nato est très loin. Oui, il a eu beaucoup de malchance, beaucoup de pénalités, mais à la fin, il y a une sacrée différence entre Roland et Norman, et surtout une sacrée différence avec le reste du plateau. C'est ça qui était impressionnant. Alors que, surtout que tu l'as dit, le plateau, c'est quand même des Pascal Wehrlein, des Stoffel Van Dorn, des Jean-Éric Vergne, des pilotes qui ont gagné des titres déjà dans cette catégorie. Antonio Félix Acosta, Lucas Di Grassi, on peut en citer. Sébastien Buemi, Nick De Vries, c'est beaucoup d'anciens pilotes de F1 également. Quoi qu'on en pense de la Formule E, c'est un sacré plateau. Donc, réaliser une saison comme ça, face à ce plateau aussi relevé, oui, c'est très fort. Et je pense même qu'il aurait mérité, lui, d'être un peu plus haut dans le classement. Peut-être, en effet. Il aurait mérité peut-être d'être un peu plus haut. Alors, on va enchaîner avec la 20e place pour un pilote que moi j'ai classé beaucoup plus haut que ça, c'est Freddy Slater, champion de FRECA. Si jamais vous ne connaissez pas encore Freddy Slater, suivez-le de près parce que c'est un jeune homme très très prometteur. 8 victoires en FRECA cette année. Il est très en avance sur tous les temps de passage. Il a réalisé une saison géniale. Il avait fini 2e de Formule Régionale Moyen-Orient aussi en début d'année, derrière Evan Gilter, qu'il a recroisé en FRECA après. Moi, par exemple, Freddy Slater, je suis le seul qui l'a mis dans mon top 10. je l'ai mis 9e de mon classement, parce que justement, j'ai valorisé les pilotes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont vraiment dominé leur saison. Et Freddy Slater, moi, j'avoue que ce gamin m'a... Je dis ce gamin parce que c'est un jeune homme qui n'a que 17 ans, mais il m'a vraiment bluffé cette année. J'ai trouvé vraiment bluffant. Et je pense qu'il est promis à un très grand avenir. Et en tout cas, sa saison est pour moi absolument parfaite à tout point de vue. Donc je trouve cette 20e place plus que méritée, voire même... Il aurait peut-être mérité mieux d'après moi, mais bon. Moi, voilà où j'ai un peu du mal sur sa place, et c'est moi la politique que j'utilise quand je fais mon top 50 de mon côté, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un gamin, c'est un très jeune pilote, donc il a battu des très jeunes pilotes, aussi talentueux soit-il. Et on parlait d'Oliver Rowland face à un plateau de Formule E composé de pilotes d'endurance, d'anciens pilotes de F1, de champions de Formule E. Et du coup, mettre un pilote aussi jeune devant des Roland, des Fornaroli, des Leclerc, c'est ça qui me gêne un peu, dans le sens, en fait, par rapport à la concurrence qu'il bat. Ouais, mais c'est une vision qui s'entend. C'est une vision qui s'entend, et qu'en effet, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, chacun a noté avec son barème. Ça a été un choix volontaire, encore une fois.
pour justement montrer ces différences de point de vue. 19e de notre classement, pilote de MotoGP, Marco Bezzecchi, 3e du championnat du monde, 3 victoires, dont une à Silverstone cet été devant Johan Zarco, alors Fabio Quartararo était en tête, on s'en souvient. Et puis 2 autres victoires en fin d'année, Marco Bezzecchi qui a été l'homme fort de la fin d'année, qui a vraiment dominé la fin de saison quand Marc Marquez n'était plus là finalement, quand Marc Marquez était déjà titré. Il lui a manqué quelques petites choses par moment, 2-3 petites erreurs, alors qu'il aurait pu gagner plus de courses, très clairement. Le sprint à Valence, par exemple. Le sprint à Il est en Valence. tête, il est en pôle, il ira totalement son départ. Ouais. Alors quand on voit la course qu'il fait le lendemain, Intouchable. Donc oui, quelques erreurs, je suis d'accord. Quelques erreurs, mais au final, sur une Aprilia, il passe devant Pecco Bagnaia au championnat, ce qui est pas rien. 3e, c'est son meilleur résultat en championnat du monde, à égalité avec 2023, où il avait aussi fini 3e avec VR46 à l'époque. Donc Marco Bezzecchi, il faudra vraiment le surveiller l'an prochain quand Jorge Martin sera de retour, puisque ça devait être lui, le numéro 1 d'Aprilia. Bezzecchi a enfilé le costume. Est-ce qu'on va avoir deux coqs dans le même poulailler? Faut voir s'il va continuer de se lancer, parce que il a surtout pris une nouvelle dimension sur la fin de saison. Partie Mao, Valence, tout là où il a été très fort, je trouve. Avant, c'était un peu plus... Ouais, ça a été... Bon, il y a eu du bien et du moins bien, mais je trouve que quand même, sur la deuxième partie de saison, il a toujours été régulièrement top 5, podium, etc. Donc, voilà. Après, évidemment, il lui manque encore ce tout petit truc pour être très régulier au top niveau. Mais, voilà, après, s'il serait régulier au très haut niveau, il serait champion du monde. Un autre pilote qui est encore plus jeune, lui, et qui fait partie de la jeune génération qu'on évoquait avec Freddy Slater, c'est Rafael Camara. Rafael Camara qui lui était titré l'an dernier en FRECA et qui a enchaîné cette année avec une victoire en Formule 3. Il a suivi la voie royale, c'est-à-dire rejoindre Trident, gagner le titre avec Trident, la voie qui avait permis à Gabriel Bortoleto et Leonardo Fornaroli déjà les années d'avant de remporter la Formule 3. 4 victoires pour Rafael Camara, titré à un meeting de la fin. Il a été titré dès la Hongrie, ce qui est assez rare en Formule 3. Et globalement, une très très belle impression laissée. Et on rappelle que Rafael Camara fait en plus partie de la Scuderia Ferrari Driver Academy. Lui, c'est un pilote que j'imagine bien en F1 dans les années à venir. Je pense qu'il a un timing parfait en plus, puisque là, il va rejoindre du coup Invicta en Formule 2, qui est l'équipe qui a aussi gagné les 2 derniers titres, également avec Bortoleto et Fornaroli. Donc, on voyait la voie royale, c'est vraiment Trident en F3, Invicta en F2, et vous gagnez les titres. En tout cas, c'est ce qui est arrivé sur les 2 dernières années avec Bortoleto et Fornaroli. Et chez As en 2028 en F1. Et c'est exactement ce que j'allais dire en 2027, même pour moi. 27, pardon. Parce qu'en 2027, fin 2026, Lewis Hamilton n'a plus de contrat. Chez As, du coup, peut-être que Oliver Behrman va être promu chez Ferrari. C'est en tout cas la voie qui semble la plus naturelle si Behrman confirme ce qu'il a réussi à faire cette année. D'ailleurs, mention pour Oliver Behrman, qui n'est pas dans notre top 50, mais qui faisait partie des pilotes qui ont reçu des voies et qui n'était pas loin de l'être. Voilà, qui mériterait, ça c'est sûr. Donc Rafael Camara va lancé sur l'autoroute de la Formule 1. Sur l'autoroute du bonheur. Ariel aussi, elle espère un jour intégrer la Formule 1. On vous disait tout à l'heure que ça pouvait faire débat. C'est Dorian Pain qui est à la 17e place, championne de F1 Academy. 4 victoires cette année, titrée à Las Vegas devant la néerlandaise Maya Vug de Ferrari. Dorian, soutenu par Mercedes, qui a participé à une journée au simulateur F1 et qui va peut-être faire un test un jour dans une Formule 1 de Mercedes, en espérant rejoindre la grille à terme. Tu disais que ça faisait débat, Valentin, cette position, parce qu'en effet, Dorian, elle a gagné quand même un championnat international, mais de F4. Oui, et encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, avec tout le respect pour la saison de Dorian qui est extraordinaire, nettement dominé la concurrence. Cependant, c'est à mettre toujours en relief par rapport à la concurrence. Oui. Pareil, sans faire injure aux concurrents de la F1 Academy. C'est pas le même niveau que de Oliver Roland, enfin c'est selon moi, qui gagne le championnat de Formule 1 en survolant la première partie de saison face à une concurrence aussi féroce que Fornaroli qui est champion de F2, que Charles Leclerc qui fait 7 podiums cette saison en F1. Etc. Voilà, ça c'est mon point de vue. Dorian mérite 100% d'être dans le top 50. Moi je sais que je l'ai mise beaucoup plus bas que ça, parce que justement, c'est comparer aussi, selon moi, les adversaires et les disciplines dans lesquelles les pilotes évoluent. Allez voir l'émission avec Dorian et Lisa Billard qui sont venus. Dorian est assis à ma place, Lisa ici. Essayez de se retrouver sur YouTube.
Tout à fait, Valentin, quelle belle promo en effet, n'hésitez pas à aller voir ça. Lisa Billard qui elle débutera en F1 Academy la saison prochaine et qui espère bien se battre pour le championnat elle aussi, pendant que Dorian elle espère gagner Le Mans. Donc bon, on leur souhaite tout ça évidemment. Peut-être on espère tous les deux du coup qu'elles sont dans le top 50 l'année prochaine, ça voudrait dire qu'elles ont réussi leur objectif respectif. Et lui aussi espère gagner Le Mans, évidemment. Charles Milesi, 16e de ce classement, qui pilote pour Alpine. Charles Milesi qui a été cette année tout simplement exceptionnel. Champion de LMS avec VD Spanish Racing et puis surtout aussi vainqueur d'une manche de championnat du monde d'endurance avec Alpine à Fuji. Magnifique. La première victoire d'Alpine, non pas en catégorie hypercar, mais avec la LMDH, en compagnie de Paul Louchatin et de Ferdinand Asbourg. Oui, Charles a fait une saison éclatante. C'était le capitaine de route, malgré son jeune âge, chez VDS Spanish Racing, face aux deux encore plus jeunes que lui, Oliver Gray et Stéphane Masson. Et souvent en LMS, en plus, Charles Milesi était le dernier relayeur, donc celui qui a la charge de couper la ligne d'arrivée. Et en plus de ça, sa saison, son année s'est finie avec 2 nouvelles victoires en Asian Le Mans Series avec Cetilla Racing, aux côtés d'Antonio Focco, qui est également dans le top 50, et de Roberto Lacorte. Place désormais au top 15 avec le champion de WRC2, Oliver Solberg. S'il n'avait fait que gagner le WRC2, il n'aurait peut-être pas été aussi haut. Il serait 35e. Il serait peut-être 35e, en effet, quoi qu'il a vraiment largement dominé la saison. Mais en plus, il y a eu cette pige en WRC incroyable, avec Toyota et cette victoire au rallye d'Estonie. Improbable. Improbable. Le mec, il a survolé le rallye. Il a survolé le rallye, il a dompté. Alors, il avait déjà une petite expérience en WRC, certes, mais il n'avait pas roulé cette année du tout. Et là, pour son premier rallye, il a été bluffant pour le coup. Allez, place au top 14, mais on va pas vous parler de rugby cette fois. Ouais, il est temps que l'année se termine quand même. Excusez-nous. Ça tombe bien, on est le 31 décembre, c'est parfait. On va parler d'un pilote qui a éclairé cette année de WEC aussi, Kevin Estre, Valentin. Ouais, selon moi, c'est le meilleur pilote hypercar de la grille. C'est juste dommage que Porsche, arrête son programme et qu'il se retrouve seulement en IMSA l'an prochain, mais nul doute qu'il fera des étincelles comme il a pu le faire notamment à Austin ou au Mans cette année. Tout à fait, au Mans, on vous rappelle, il était parti dernier des hypercars, il était remonté très très fort dès les premiers tours. On se souvient de sa victoire à l'Unstar Le Mans, on se souvient aussi des 24 heures du Nürburgring où il passe la ligne d'arrivée en tête avec la Grello et puis il est disqualifié ensuite, enfin il est pénalisé ensuite. Mais voilà, Kevin Estre, pas toujours très chanceux cette année, mais toujours aussi incroyable en tout cas. Et l'an prochain, on a hâte de le suivre en IMSA, notamment avec Porsche. Pilote qui a une pointe de vitesse qui aurait peut-être pu le mener bien plus haut, je pense. Peut-être, en tout cas en endurance pour le moment, il se régale et il nous régale. Un autre qui s'est régalé cette année, c'est le 13e de notre classement, vice-champion du monde de MotoGP, Alex Marquez, 3 victoires. Une vraie révélation, on n'attendait pas le KDD Marquez à ce niveau-là cette année, Valentin, je pense. Énorme surprise. Énorme surprise. Parce que Alex Marquez, ça fait des années qu'on l'attend, qu'il est dans le monde de son frère. On va pas se mentir, il fait pas grand chose. Non, il a jamais montré. Sans lui faire injure. Et là, cette année, il est sorti de nulle part. Avec la GP24 en plus, donc la moto de 2024, pendant que son frère et Pecco Bagnaia dans l'équipe d'usine avaient la GP25. L'an prochain, il aura une moto de l'année, il aura la GP26, la même que Marc, la même que Bagnaia également. Bon, à lui de montrer s'il est désormais capable d'aller chercher le titre. D'ailleurs, son frère le désigne comme son principal rival pour l'année prochaine. Est-ce que c'est juste une politesse fraternelle ? Nous le verrons. Je pense que c'est un petit tacle à Bagnaia, bien senti. C'est pour rentrer dans la tête de son coéquipier. Le man game, il joue le man game. Exactement, on connaît Marc Marquez. Autre pilote qui court toujours après son premier titre et qui a aussi terminé vice-champion de sa catégorie, 12e de notre classement, Elfyn Evans, le Gallois, qui se battait pour le titre avec Sébastien Ogier en WRC, vainqueur de 2 rallyes cette année. Finalement privé de la couronne et encore vice-champion, 5e. Ouais, pour la 5e fois, exactement ce que j'allais dire. 5e fois vice-champion, ça me fait presque mal au cœur de dire ça. Bon, après, heureusement, c'est Sébastien Ogier qui gagne un 9e titre, mais il en mériterait quand même un petit, Elfyn Evans. À 2026, peut-être. Il mériterait de convertir une saison en titre, à un moment donné. Non, je pense même si il peut un peu s'en prendre aussi à lui-même sur cette année parce qu'il a quand même eu des trous d'air à certains moments. Certains rallyes où il doit faire mieux que ça. Ça, c'est sûr. Après, il a aussi gagné quand Ogier n'était pas là, notamment. On sent qu'il est encore un peu dans ce deuxième niveau, quoi. Ah, bien sûr. Derrière Ogier, derrière Rovanpera, quand Rovanpera est au top. Il a encore du mal à tout aligner, mais en 2026, il sera débarrassé de Rovanpera. Il aura Sébastien Ogier qui sera en temps partiel face à lui. C'est peut-être enfin son année. Après, Sébastien Ogier était déjà en temps partiel cette année. C'est toujours pas son année. On a vu comment ça a fini. Voilà. Allez, on arrive aux portes du top 10, 11e place. Encore de l'endurance. Encore de l'endurance. Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Champion IMSA, 6 podiums en 9 courses. Alors,
Il y a eu la déception de Daytona, qu'ils n'ont pas gagné alors qu'ils étaient en tête. Mais ils ont fini très fort. Ils ont gagné à Laguna Seca, c'est leur seule victoire de la saison. Mais voilà, sur la régularité, Mathieu Jaminet et Matt Campbell ont décroché un beau titre en IMSA cette année. Clin d'œil du destin, ils avaient déjà été champions ensemble en GTLM. Ce sont déjà avec Porsche d'ailleurs. Ce sont 2 amis qui remportent le titre. Malheureusement, un duo qui ne sera plus ensemble l'an prochain puisque Mathieu Jaminet part chez Genesis en WEC. Mais c'est pour lui une belle fin d'aventure avec Porsche que de remporter ce titre de champion IMSA. Et puis une belle régularité, tu l'as dit, 6 podiums en 9 courses sur cette saison d'IMSA. La régularité, ça a été aussi le maître mot de notre 10e du classement, premier membre du top 10. Je vous donne un indice, il est juste derrière Valentin. Bon, je suis 9e du top 50. Non, pas toi. Ok. Mais derrière toi, Isaac Hadjar, évidemment, vous vous souvenez de ce podium au Grand Prix des Pays-Bas. Comment oublier ce moment? Un des grands moments aussi de l'année, évidemment, de sport auto au global, et puis a fortiori quand on est français. Première année très réussie pour Isaac Hadjar, 12e du championnat du monde, mais avec une Racing Bulls. Il a toujours été au top, il a quasiment toujours été devant Liam Lawson. Donc c'est très bien, puisque Liam Lawson avait une expérience légèrement supérieure. Il va chez Red Bull l'an prochain, on sait que ce sera un grand défi pour lui. Mais vu ce qu'il a montré cette année, on peut que être confiant, parce qu'on trouve, enfin je trouve personnellement que c'est un jeune homme qui est déjà très mature, très propre, et qui commet quasiment aucune erreur. Et quelle capacité de rebond mentalement, parce que tu parles qu'il fait peu d'erreurs, mais il y a eu celle de Melbourne. Pour son premier Grand Prix, malheureusement, tour de formation sous la pluie, il se met dans le mur. Je pense que beaucoup se seraient écroulés de ça, et lui s'en est remis avec brio. Il va chercher ce magnifique podium à Zandvoort. Et peut-être que c'est peut-être aussi sa chance chez Red Bull, c'est le changement de réglementation. Est-ce que Max Verstappen aura une voiture aussi dominante et aussi à sa main exactement qu'il le souhaiterait? Pas sûr. Et donc voilà. Il arrive au bon moment, je pense. Il arrive au bon moment. Après, malheureusement, il faudra voir où est la Red Bull dans la hiérarchie. On espère pour Isaac et pour le sport automobile français que Red Bull ne va pas plonger dans la hiérarchie avec cette nouvelle réglementation et un moteur Ford, donc on ne sait pas trop ce qu'on doit en attendre. Non, puis ce qui peut l'aider aussi, Isaac, évidemment, c'est les départs en quelques mois de Christian Horner et d'Helmut Marko qui vont peut-être changer aussi le mode de management des pilotes de Red Bull, qui a été toujours assez dur, on va dire, très peu patient finalement. Donc là, peut-être que lui va avoir au moins une saison entière. Oui, mais Marco l'adorait, donc... Ouais, c'est toujours un peu le paradoxe, on sait pas. Bon, en tout cas, avant de parler de 2026, félicitons-le pour sa saison de rookie où il a été brillant, très souvent en Q3, Isaac Hadjar, 6e à Monaco. Voilà, ça, des performances comme ça, comme Monaco, comme Zandvoort, ça montre quand même qu'il n'est pas tout à fait comme le commun des mortels. Ensuite, un nouveau pilote de F1 à la 9e place du classement. Un pilote qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui est vraiment très très fort, et alors lui aussi un monstre de constance et de régularité, George Russell chez Mercedes, 4e du championnat, 2 pole positions, 2 victoires et 9 podiums cette année. Et puis je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait de Kimi Antonelli, il était qu'à 100 points du titre finalement. Oui, avec une saison à 24 Grands Prix, c'est pas si loin, surtout quand on voit comment les McLaren ont dominé la première partie de saison. J'ai presque envie de faire un pari. Si la Mercedes est si forte que ça l'an prochain, comme on nous le promet avec ce moteur dont nous promet monts et merveilles, je pense que George Russell a de fortes chances d'être pas très très loin du titre mondial quand même. S'il est sur cette régularité-là, c'est une régularité de champion du monde qu'il a eu cette année, George Russell. Oui, régularité de champion du monde. Pour moi, il fait partie des 4-5 pilotes qui sont prêts aujourd'hui à gagner un titre. Je pense qu'il y a Lando Norris parce qu'il l'a fait. Il y a Max Verstappen, il y a Charles Leclerc, il y a George Russell forcément. Dans ce petit groupe-là, avec Lewis Hamilton évidemment. Oscar Piastri peut-être aussi. Oscar Piastri, il s'est effondré. Oscar Piastri, il a montré qu'il était peut-être pas encore tout à fait prêt. George Russell, je pense qu'il a toutes les cartes en main. S'il a la voiture pour, il ira chercher un titre. Passons donc au 8e de ce classement, 8e au pluriel, puisqu'ils sont 3. C'est un nouvel équipage. C'est l'équipage tout simplement champion du monde de WEC cette année. Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi et James Calado de Ferrari. Tout à fait. 4 podiums, 2 victoires, le titre mondial, plus le titre mondial chez les constructeurs. Finalement, pour être plus haut, il leur manque seulement une victoire aux 24 heures du Mans qui aurait dû intervenir si malheureusement Alessandro Pierguidi ne commet pas une erreur en rentrant dans les stands. En fin de course, qui offre la victoire à ceux qui sont classés 7e, mon cher Cyprien. Et oui, 7e, c'est évidemment l'équipage de la Ferrari qui a gagné Le Mans cette année, la Ferrari jaune. C'est pas la Ferrari rouge, cette fois la 83 d'Ave Corset. Robert Kubica, Yifei et Phil Hanson qui ont
gagner la classique sartoise. Et en plus de ça, il gagne effectivement les 24 heures du Mans, donc la course qu'il faut gagner en championnat du monde d'endurance, la plus belle course du calendrier même mondial, toutes catégories confondues. Et en plus de ça, il remporte la Coupe du Monde Hypercar. Alors, ce fameux classement réservé aux hypercars privés, alors certes, Ils sont pas 40 dedans, on va voilà, dire. la rivalité, l'opposition n'était pas énorme parce qu'il y avait que Proton Compétition face à eux. Et c'était dur cette année pour Proton. Voilà, dur saison pour Proton, mais surtout ils sont vice-champions pilotes également, derrière l'autre Ferrari. Et devant l'autre Ferrari, on a eu du Ferrari partout cette année. Du Ferrari partout et du Ferrari également sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, alors on a eu beaucoup de pilotes de Stop 50, on en est ravis. On a eu Robert Kubica il y a quelques semaines. Vous pouvez aussi retrouver son interview sur notre chaîne YouTube. Interviewé par l'inégalable Cyprien Julliard. Bien sûr, c'est pour ça que vous devez le regarder, c'est magnifique. Allez, passe au 6ème de ce classement. On retourne cette fois vers le paddock de Formule 1 puisque nous avons le grand perdant finalement de cette fin de saison, Oscar Piastri, leader toute la première partie de l'année, leader même les 2 tiers de l'année. Leader pendant 15 Grands Prix. Exactement. 15 week-ends, il a été leader du championnat. Ouais, mais à la fin, c'est pas lui qui a gagné, c'est son coéquipier Lando Norris. Oscar Piastri s'est un peu écroulé. On ne pouvait pas quand même, je pense, le mettre plus bas que 6ème, pour moi en tout cas à mon sens, parce que même si la fin de saison est compliquée, il ne faut pas oublier qu'Oscar Piastri, c'est 6 pole positions, c'est 7 victoires, c'est comme tu l'as dit, 15 week-ends en tête, et des week-ends vraiment dominés en plus. C'est 16 podiums en F1 cette année. 16 podiums en 24 heures. 16, c'est l'équivalent d'une saison de F1 fin des années 90, début des années 2000. Oui, Lando Norris en a que 18 entre guillemets, donc il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre les deux, et au final, Oscar Piastri, il a été vraiment pas loin, il s'est un peu rebiffé en fin de saison au Qatar, mais ce qui a pêché, c'est la partie vraiment à partir de 2 ans de Zandvoort finalement. Il gagne à Zandvoort, Norris abandonne. On se dit, bon, il a 34 points d'avance, le titre est quasiment en poche, et en fait, à partir de là, il s'écroule. Il y a Monza, il y a surtout Bakou, où là, Bakou, c'est catastrophique de A à Z. On m'enlèvera pas de la tête que la consigne de Monza lui a fait très très mal. Et comme j'ai déjà pu le dire dans des émissions précédentes, pour moi, les Papaya Rules, ces fameuses Papaya Rules, sont quand même très souvent tournées à l'avantage de Norris. Lui n'a pas laissé passer sa chance de titre, en tout cas cette année. 4e fois qu'Alex Palou remporte l'IndyCar, 5e de notre classement, Alex Palou. Une saison particulièrement dominante, et surtout, je reviens sur ce que je disais également précédemment, quand on parlait tout à l'heure d'Harwick, de Perra et de Richard Litt, où on disait remporter Le Mans et le championnat du monde d'endurance la même année, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Remporter l'IndyCar et l'Indy 500 la même année, c'est aussi très beau et très fort. Première victoire à l'Indy 500 pour Alex Palou. Enfin, l'anomalie est réparée, parce que triple champion d'IndyCar, mais toujours pas de victoire à l'Indy 500. Voilà, ça y est, il l'a gagné, enfin. Et quelle saison historique, qui rejoint quand même au palmarès Mario Andretti, Sébastien Bourdet ou Dario Franchitti. Il a dominé la moitié de la saison, puisqu'il remporte 8 courses sur 17, il me semble. 8 sur 17, c'est ça. En IndyCar, cette année, il y avait Alex Palou et les autres, tout simplement. Et on disait que c'était rare, en plus de gagner l'IndyCar et l'Indy 500 la même année. Premier pilote depuis 2010, tout de même à le faire cette année, Alex Palou, pour montrer... Depuis Franchitti, du coup. Voilà, depuis Dario Franchitti, exactement. Donc ça montre en tout cas l'exploit réalisé cette année par l'Espagnol. Quel dommage qu'il n'ait pas une petite place en F1. Et là, on arrive dans le très très haut du panier. On y était déjà avec Alex Palou. 4e place, Sébastien Ogier. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ? Que dire Sébastien Ogier, non-nuple champion du monde des rallyes, victorieux après avoir manqué quand même 3 rallyes cette année. 3 rallyes, tout à fait. Donc bon. Puis il égale Sébastien Loeb. Ouais, même si c'est l'éternel débat. Certains nous diront que Sébastien Loeb reste la légende. Statistiquement, en termes de titres mondiaux, il l'égale. Et c'est un bel honneur pour le sport automobile français d'avoir ces 2 immenses champions qui ont tous les deux 9 titres mondiaux, 18 titres mondiaux combinés. Je sais pas si on s'en rend compte, de 18 titres mondiaux. 19 même avec celui de Didier Auriol pour la France, donc c'est magnifique. Oui, alors je parlais spécifiquement des deux Sébastien, mais évidemment on n'oublie pas Didier Auriol. Et voilà, à voir s'il va s'attaquer au 10e l'an prochain et s'il va surtout y parvenir. Bien sûr, en tout cas ça on va attendre de voir. Il a l'air toujours aussi motivé, Sébastien Ogier, en tout cas pour cette année 2026. Pareil, je refais une énième promo. N'hésitez pas à regarder son interview si vous l'avez pas vu sur notre chaîne YouTube. On a eu la chance de le rencontrer au mois de décembre également. Et puis pour revenir rapidement sur sa saison, ça a été une saison de champion. Il a quand même dû attendre la dernière course pour être titré. Ils étaient 3 en lutte pour la victoire, pour le titre final avec ses équipiers de Toyota, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Mais au final, ça a été lui le plus fort. Il a parfaitement géré son année. 9e titre, comme on l'a dit. Et 4e, 3e, 2e, 1er.
Il a eu à peu près toutes les positions dans nos classements. Voilà, on salue Mathieu Chambenois qui l'a mis premier, par exemple. Dans tous les cas, je vais être honnête avec vous, le top 5 était globalement le même pour tout le monde. Oui, et puis alors, soyons honnêtes, les 4 premiers sont dans un certain ordre, mais on a tous conscience que les 4 premiers pouvaient tous finir premiers. En fait, C'est ça. ils étaient tous légitimes pour Même remporter. Alex Palou pouvait finir premier. Je suis pas d'accord avec toi, mais les 4 premiers, pour moi, les 4 premiers étaient tous légitimes pour le statut de numéro 1 de ce top 50. On va tout de suite parler du troisième, du coup, de à fait. ce classement qui aurait pu être premier, parce qu'en tout cas, il est le nouveau numéro 1 de la Formule 1, champion du monde, Lando Norris pour la première fois de sa jeune carrière avec McLaren. Après une année dure à résumer en quelques mots, finalement, qui a été très bonne par instant, des week-ends extrêmement dominants. Victoire au Mexique, au Brésil dans cette fin de saison. On parlait tout à l'heure justement de sa remontada sur Oscar Piastri. Début d'année plus compliqué, pas mal d'erreurs, accrochage au Canada avec Piastri, justement, dans le mur en qualification en Arabie Saoudite. Pas mal de petites choses qui allaient pas, des petites failles mentales, un pilote très humain aussi qui parle beaucoup de ses failles mentales, justement. De ces difficultés. De ses difficultés, voilà. Mais qui, à la fin, a remporté son premier titre, qui a été, du coup, statistiquement, le meilleur pilote de l'année. Et pourtant, il n'est que 3 au top 50. Ouais. Et ce n'est même pas le premier pilote de F1. Sans spoiler, oui, il y en a devant, mais vous devez deviner de qui on parle. Et c'est assez rare dans notre top 50 que le champion des F1 ne soit pas le numéro 1 de notre top 50. Et oui, mais ça montre un peu le problème de Lando Norris, c'est qu'il y a toujours eu cette saison un problème de légitimité naturelle finalement qu'il a rencontré. En fait, il a eu du mal à s'assumer vraiment comme un champion en puissance, à s'affirmer, parce qu'il a cette personnalité justement dont je parlais, assez fragile, assez timide. En tout cas, il a voulu gagner le titre à sa manière, il a dit qu'il était très fier de l'avoir fait, mais du coup, forcément, des fois, ça manquait peut-être un peu d'éclat. Pour moi, la différence qui fait qu'il n'est pas numéro 1 de ce classement se joue sur autre chose, mais on en reparlera avec le numéro 1. Mais le numéro 1, on va en parler tout de suite, puisque de toute façon, il ne reste plus que 2 pilotes. Allons-y. À quoi bon faire plaisir. des mystères? Donc on va commencer par le premier, puisque ça concerne directement Lando Norris. Le premier de notre classement, c'est Max Verstappen. Deuxième du championnat à 2 points de Lando Norris, qui a été excellent toute l'année, qui est revenu très très fort en fin d'année. Dans nos classements, il a été toujours mis premier ou deuxième par tous les votants. Donc ça montre bien que Verstappen a fait l'unanimité cette année et qu'on pense globalement que ça a été le meilleur pilote de l'année. Alors selon toi, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a mis Lando Norris seulement troisième alors que pourtant c'est lui le champion et Max Verstappen premier? Ça se joue selon moi sur le fait qu'on a tous vu que McLaren avait de très très loin cette saison la meilleure voiture. Donc on a compris dès le début de saison que le titre allait se jouer entre Norris et Piastri, soit après la victoire de Norris en Australie, l'enchaînement de victoires ensuite de Piastri. Mais le meilleur pilote, ça reste cette année, ça reste Max Verstappen. Quand on revient de là où il était en août, fin août, il avait 104 points de retard sur Oscar Piastri, il échoue à 2 points du titre mondial. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et si, alors avec des si, on met Paris en bouteille, mais il y a des faits de course qui finalement le privent de ce titre mondial, ce 5e titre mondial. On peut penser à l'accident avec Antonelli en Autriche, ou encore Antonelli malheureusement qui glisse au Qatar et qui ouvre la porte involontairement, on le rappelle, à Lando Norris. C'est là les 2 points d'ailleurs pour lesquels il perd le titre mais après on peut potentiellement. aussi dire que c'est en Autriche avec la prochaine Oui, Antonelli. et puis bon, il y a son erreur en Espagne aussi, il y a face à l'Espagne Russell, avec où face à là il Russell. perd des points par sa faute. Il perd les pédales. Mais comme tu dis, avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais dans Voilà. tous les cas, ce qui est impressionnant, c'est cette remontée que tu as mentionnée, c'est d'être à 104 points Voilà. à l'été, au fin d'été, et de remonter à 2 points. Et finalement, encore une fois, comme tu l'as dit, mais même au mois de mai, au mois de juin, à aucun moment on aurait pu penser que le titre allait échapper au McLaren. Et on pensait, le titre constructeur a été plié d'ailleurs très tôt dans l'année. Des Singapour, oui. Et à des Singapour en effet, et on s'est dit que le titre pilote allait être plié dans la foulée, enfin en tout cas plié. Ça allait se jouer entre les deux, on espérait que ça nous mène jusqu'à la fin de saison. Mais on se doutait, on était tous sûrs, et personne je pense ne peut dire le contraire, que c'était un duel fratricide finalement entre Norris et Piastri. Et lui a réussi un truc exceptionnel, c'est de remonter, de s'immiscer dans ce duel justement et de semer la zizanie aussi chez McLaren. semer la zizanie. Et il a eu beaucoup de petites phrases aussi comme il bien sait faire. sûr. On parlait du man game. Alors lui, il a parfaitement joué. Il a profité de ses papaya rules et de l'indécision Si j'étais affichée Oscar, des je le prendrais McLaren. mal. Voilà. Mais les McLaren ont raison de ne pas privilégier un pilote. Bien sûr, ça jouait pour lui. Et il y a autre chose pour moi qui mérite de mettre Max Verstappen en première position. C'est le fait qu'en plus de jouer le titre de F1, le gars, il se permet d'aller faire du GT3 à côté.
Oui, non, alors je te corrige là-dessus. Il se permet pas d'aller faire du GT3, il se permet d'aller gagner Oui. et d'aller humilier tout le monde en GT3. Tu complètes. Alors, il bat Yann Mardenborough, il bat pas Jules Gounon. Il y avait, en effet, il faut rappeler que ce week-end-là où il est en GT, il y avait le WEC en parallèle et donc les meilleurs pilotes de GT du monde étaient pris par le WEC. Mais bon. Mais tout de même. Saluons l'initiative. Un pilote de Formule 1 qui joue le titre mondial, qui est quadruple champion du monde en titre, Qui n'a plus rien à prouver. qui hein. n'a plus rien à prouver, le gars, il va s'éclater à faire du GT3, à aller passer son permis NLS. Et à gagner encore une fois. Et à gagner, c'est d'une autre époque. Ouais. C'est d'une autre époque. Et c'est l'esprit même du sport automobile. Et c'est un pilote qui est vraiment différent des autres par rapport à ça. Alors Max Verstappen, il a ses fans, ses détracteurs. C'est un pilote qui est très clivant, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelqu'un de vraiment passionné par le sport auto, qui adore ça, qui, je pense, ne fera pas long feu en Formule 1, parce que c'est pas un chasseur de records. Et puis, comme il le dit lui-même, ça dépendra surtout probablement de la réglementation 2026, et Voilà. de savoir si, au-delà du fait de savoir si la voiture est performante, de savoir si elles vont lui convenir et s'il va s'amuser. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il s'est beaucoup amusé en GT. On sent que c'est quelque chose aussi qu'il a envie de développer au fil des années, de participer aux 24 heures du Nürburgring, que ce soit en 2026 ou en tout cas à moyen terme. Et il est sûr qu'il viendra aux 24 heures du Mans d'ici quelques années. Mais ça, c'est sûr. Ça, Donc, c'est sûr. dans tous les cas, voilà, on a hâte de le voir partout, on a hâte de le voir continuer à briller. Et on a considéré quasi unanimement, comme je vous le disais, soit premier, soit deuxième dans les classements de tous. Donc on a été plutôt d'accord pour dire que Max Verstappen méritait d'être le numéro 1 de cette liste. On va quand même dire un mot du numéro 2 parce qu'on n'en a pas parlé. On est passé du troisième au premier parce qu'il y avait un lien naturel entre Lando Norris et Max Verstappen. Mais Marc Marquez est deuxième de notre classement. Il aurait pu tout à fait prétendre à cette première place. Personnellement, je l'ai mis premier. Voilà, de mon classement. C'est tout à fait légitime. Encore une fois, il y a des gens qui vont nous critiquer dans le fait que c'est honteux de ne pas avoir mis Marc Marquez premier parce que si, parce que ça. Mais en soi, il n'y a pas de déshonneur à ce qu'il soit deuxième. Et l'avis de mettre Marc Marquez premier était partagé par certains. Et il aurait été tout à fait légitime d'être aussi premier de top 50. On n'a pas non plus... Enfin, c'est un avis subjectif et nous ne posons pas non plus la vérité absolue. Puis comme on vous le disait, de toute façon, notre top 5, globalement, je pense qu'il est assez... Oui. Ça, pour le coup, il est assez unanime et on a plutôt mis tous le même top 5, pas dans le même ordre. Marc Marquez, qui a été champion du monde pour la 9e fois en moto, en championnat du monde, 7e fois en MotoGP, il égale Valentino Rossi. Évidemment, Marc Marquez, il y a une saveur particulière, puisque c'est un peu comme Sébastien Ogier qui égale Sébastien Loeb. Il revient, lui, après des blessures, il a eu des périodes très compliquées. Pour moi, c'est surtout ça. Première année chez Ducati, en plus. C'est, pour moi, le plus grand comeback de l'histoire du sport. Oui, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. En termes de blessures, avec tout ce qu'il a traversé, l'état dans lequel était et son corps, revenir et dominer une saison comme là, il l'a fait. Franchement, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de comparaison possible dans l'histoire du sport, toute discipline confondue. Et ben moi, j'en ai une, et je reviens à notre 7e du classement, Robert Kubica. L'histoire est belle aussi. L'histoire est très belle aussi. En 2012. Là, tu vas vraiment faire la promo de ton interview, toi. Non, mais c'est vrai que Marc Marquez, Robert Kubica, je pensais au bras en fait de Marc Marquez, qui est quand même particulièrement abîmé. Celui de Robert Kubica aussi, à un degré encore plus terrible, malheureusement pour lui. Mais enfin, ça l'a pas empêché de gagner le Mans. Marc Marquez de gagner ce titre cette année, d'être énorme. Franchement, quand il était en piste, c'est simple, il gagnait tout, de toute façon. Début de saison, moi je me souviens de cet enchaînement de courses sprint où il fait premier à chaque fois, sur les 12 ou 13 premières, avec à chaque fois son frère Alex derrière. Et il y a une fois où, d'ailleurs, c'est inversé, où Alex gagne et marqué deuxième. Mais enfin, il a été absolument divin. Et dans sa lecture de course aussi, on compare par rapport à son frère, il faisait ce qu'il voulait en piste. Il attaquait toujours au meilleur moment, il était suffisamment patient pour attendre les bons moments pour l'attaquer, pour gérer ses pneus. Pour gérer ses pneus, cette fameuse histoire de pression où des fois il se faisait doubler volontairement. C'est exactement ça que je pensais. Voilà. Enfin, c'est du retard. Ce qu'il a fait, c'est du retard. Et voilà, comme on a dit, il aurait mérité aussi d'être numéro 1, mais voilà, c'est les sensibilités de chacun qui entrent en compte. Et puis on parlait de saison partielle pour Sébastien Ogier, saison partielle aussi pour Marc Marquez, puisqu'il a manqué... Pas volontairement, en l'occurrence. Pas volontairement, mais lui aussi, il a manqué les dernières manches de l'année. Et en fait, après son titre au Japon, voilà, il s'est blessé et il n'a pas pu participer aux 4 ou 5 derniers week-ends de la saison. C'est en Indonésie qui se blesse, si je ne me trompe pas. Oui, non, mais c'est ça, la course après son titre au Japon, ça. c'est en course sprint qu'il est percuté par Marco Bezzecchi justement au départ. Et il ne participe plus à aucune course jusqu'à la fin de l'année. Enfin voilà, Marc Marquez deuxième, Max Verstappen premier, Lando Norris troisième, Sébastien Ogier quatrième, Alex Palou cinquième, et puis tout le reste de notre classement, de toute façon, on vient de vous l'énoncer, vous pouvez aussi le retrouver sur autohebdo.fr, et puis vous l'avez ici, le visuel récapitulatif de notre top 50 des meilleurs pilotes de l'année 2025. Et mon cher Cyprien, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de tous vous dire,
que le grand vainqueur de ce top 50, c'est les sports mécaniques. Et c'est notre passion pour les sports mécaniques. Et c'est sur ces belles paroles que va se clôturer l'année 2025. Vous vous rendez compte ou pas sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo, sur ces mots du très sage Valentin Glo. Merci Valentin d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces derniers mois, pendant toute cette année aussi sur notre site internet, nos réseaux sociaux et dans le magazine. Et je vous souhaite une bonne année 2026 et à l'année prochaine. Merci Valentin, en effet tu as très bien résumé, on vous remercie infiniment pour votre fidélité, on vous a dit toutes les autres interviews que vous pouviez retrouver sur notre chaîne YouTube. Allez-y, vous avez cliquez. Les prochaines échéances évidemment ce sera le Dakar, on vous en a parlé, à suivre sur nos réseaux sociaux avec notre partenaire Roule pendant les 2 semaines de course du 1er au 18 janvier, vous aurez des vidéos tous les jours à suivre. N'hésitez pas aussi à aller regarder ça. Et puis vous avez toujours en kiosque évidemment notre magazine 2543, le dernier de l'année 2025 et le premier aussi du coup forcément de l'année 2026 puisqu'il sort en kiosque jusqu'au 7 janvier avec un gros dossier consacré à l'argent et les sports mécaniques, les salaires des pilotes, le budget de fonctionnement des écuries et aussi et combien ça coûte tout simplement de piloter, de s'inscrire, de débuter et puis aussi d'aller voir des épreuves. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez aussi le guide du Dakar, le covoiturage de Marc Coma, plein d'autres choses intéressantes, une interview de Leonardo Fornaroli, notre champion de Formule 2 2025. Profitez de tout ça. Nous, on vous dit à 2026, on vous souhaite une très bonne année, on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt sur Auto Hebdo. Et en parlant du Dakar, tu devrais y aller parce que tu as un avion à prendre. Hein. Demain, il faut être en Arabie Saoudite là, monsieur. Allez, c'est vrai. Bon, j'y vais moi. Salut tout le monde, à bientôt. À bientôt.